Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un livre au titre pour le moins percutant, La salope éthique de Dossie Heston et Janet W. Hardy. Alors la question, elle vient tout de suite. Comment est-ce que ces deux mots, salope et éthique, peuvent bien aller ensemble? Notre but ici, attention, ce n'est pas de dire que la monogamie est dépassée, hein, loin de là. L'idée, c'est plutôt de plonger dans ce guide qui propose une autre vision des relations qu'on regroupe souvent sous le terme de polyamour. Exactement. Et je pense qu'il faut préciser un truc tout de suite. Ce n'est pas un manifeste pour le libertinage à tout va. Pas du tout. En fait, le livre se présente vraiment comme une boîte à outils relationnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Peu importe le genre, l'orientation. Le principe de base, c'est de construire ces relations, qu'on en ait une ou plusieurs, sur des fondations vraiment solides. C'est-à-dire le consentement, une communication ultra honnête, et puis ce désir que chaque personne impliquée se sente bien, tout simplement. D'accord. Alors, allons-y. Ce titre, la salope, c'est un mot qui est violent. C'est une insulte historiquement utilisée pour contrôler la sexualité des femmes. Pourquoi ce choix, le mettre en avant comme ça? Mais c'est précisément le but, en fait. C'est un acte de réappropriation. Les auteurs, ce qu'elles expliquent, c'est qu'elles veulent prendre cette insulte, la vider de tout son venin et la transformer en quelque chose de positif, presque un terme affectueux. Elles partent d'une idée qui, dans notre culture, reste assez radicale, hein. C'est que le sexe, c'est bon pour la santé et que le plaisir, c'est sain. Il n'y a pas de honte à en avoir ou à en donner. Il y a une image qu'elles utilisent qui est assez forte pour ça. C'est celle de la philanthrope. La salopétique, ce serait un peu comme une milliardaire qui partagerait sa fortune. Plus elle donne d'amour, de plaisir, plus elle en reçoit. C'est une vision qui est basée sur l'abondance, pas du tout sur la peur de manquer. C'est une inversion totale de notre logiciel habituel, quoi. Et ça nous amène à une distinction qui est cruciale que le livre fait dès le début. Il ne faut surtout pas confondre polyamour et polygamie. La polygamie, c'est souvent une structure très patriarcale. Le polyamour tel que le livre le décrit, c'est pas juste coucher à droite à gauche. Ça repose sur des piliers très très exigeants. Le consentement, évidemment, mais aussi une vraie connaissance de soi. Savoir poser ses limites, respecter celles des autres, et cette fameuse communication honnête. Et ce qui est assez surprenant, le livre ajoute même la fidélité à la liste. Alors là, on peut être un peu perdu. Comment la fidélité peut exister s'il n'y a pas d'exclusivité sexuelle? Ça semble contradictoire. C'est là que ça devient passionnant, parce qu'on est obligé de redéfinir le mot. Dans ce contexte, la fidélité, ce n'est pas ne coucher qu'avec une seule personne. C'est honorer les promesses et les accords qu'on a passés avec ses partenaires. Être fidèle, c'est être fiable, c'est tenir sa parole. Voilà. D'accord, mais ça, concrètement, ça doit être incroyablement difficile à négocier, non? Ces accords, ils peuvent porter sur quoi, par exemple? Et si quelqu'un ne respectait pas un accord, ce n'est pas une trahison, même sans exclusivité? Bien sûr que si, c'est une trahison. C'est même souvent plus grave parce que la confiance, elle repose entièrement sur ces accords qui sont explicites. Les accords, ils peuvent être de toutes sortes. Ça peut être on utilise toujours des protections, ou on se dit toujours avec qui on a couché, ou même on ne passe jamais plus de 2 nuits par semaine à l'extérieur. Voire on ne tombe pas amoureux de quelqu'un d'autre sans en parler d'abord. Chaque relation invente ses propres règles du jeu. Manquer à sa parole dans ce cadre, c'est briser la fondation même de la relation. On a tous un peu grandi avec cette idée que l'amour, l'attention, le temps, ce sont des ressources limitées. Si on en donne à quelqu'un, on en prend forcément à quelqu'un d'autre. Mais le livre, il va complètement à l'encontre de ça, avec un concept qu'il nomme l'économie de la famine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ça, l'économie de la famine, c'est cette croyance, profonde et souvent inconsciente que l'amour, c'est un gâteau. Si une personne prend une part, eh ben, il en reste moins pour les autres. Cette idée, elle est à la racine de la possessivité, de la jalousie. On a peur de manquer, alors on s'accroche, on contrôle. Le livre propose de remplacer ça par une écologie de l'abondance. L'exemple qu'il donne, c'est celui d'avoir un deuxième enfant. L'amour qu'on porte au premier ne diminue pas de moitié, il se multiplie. L'analogie est parlante, mais on pourrait se dire que si l'amour est infini, le temps et l'énergie, eux, ne le sont pas. Avoir plusieurs partenaires, ça demande une gestion du temps, une disponibilité émotionnelle qui doivent être énormes. Comment le livre aborde cet aspect très pratique? C'est une excellente objection et le livre ne l'élude pas du tout. Il ne prétend pas que c'est facile. Au contraire, il insiste sur le fait que ces relations demandent une organisation et une conscience de soi bien plus grande que la moyenne. Mais l'idée, c'est que l'énergie qu'on reçoit de relations épanouissantes peut elle-même être une source d'énergie.
Et surtout, pour oser se lancer dans ce modèle d'abondance, il faut un filet de sécurité. Et ce filet, ce n'est pas les autres. Ah non, on aurait tendance à penser que plus on a de partenaires, plus on est en sécurité si l'un d'eux s'en va. C'est un piège. Le livre insiste sur un point qui est fondamental. Le seul vrai filet de sécurité, c'est soi-même. C'est sa propre indépendance, sa capacité à être bien avec soi, à subvenir à ses besoins, à aimer sa propre compagnie. C'est un peu intimidant, c'est vrai, mais c'est cette sécurité intérieure qui permet de ne pas s'accrocher désespérément aux autres par peur du vide. Et paradoxalement, c'est en relâchant cette emprise qu'on peut accueillir plus d'amour dans sa vie. C'est séduisant en théorie, cette vision de l'abondance, de la sécurité intérieure, mais ça doit se heurter à un mur bien réel, la jalousie. J'imagine que c'est le défi numéro un pour quiconque explore ce chemin. Comment le livre propose de gérer ça? Un truc aussi viscéral. C'est le cœur du problème et le livre ne le minimise absolument pas. Dosé Eston, l'une des auteurs, est très transparente là-dessus. Elle raconte son expérience perso quand elle a animé son premier atelier sur le désapprentissage de la jalousie dans les années 70. Elle a compris que sa propre jalousie n'était pas un signe d'amour, mais le symptôme d'une insécurité abyssale. La peur de ne pas être assez bien pour être aimée. En plongeant dans cette peur, en la regardant bien en face, elle dit avoir développé une confiance en elle qui est devenue inébranlable. Donc la jalousie, ce ne serait pas une fatalité. Pas une preuve d'amour ultime comme on l'entend parfois, mais plutôt un signal d'alarme. Le symptôme de quelque chose de plus profond, en fait. C'est exactement ça. Le livre déconstruit la jalousie. Ce n'est pas une émotion unique, un gros bloc. C'est un mot valise qui cache plein de sentiments différents. La peur de l'abandon, la peur d'être remplacé, le sentiment d'être exclu, l'humiliation, la colère. Pour aider à gérer ces crises, les auteurs proposent un acronyme, un peu cru mais efficace. APOA. APOA. Autre putain d'occasion d'apprendre. L'idée, c'est de transformer la crise en opportunité. C'est une formule assez brute, autre putain d'occasion d'apprendre, c'est vrai, mais elle est mémorable. C'est un peu l'idée de ne pas subir l'émotion, mais de se demander, ok, qu'est-ce que cette jalousie essaie de me dire sur moi, sur mes propres peurs? Ça change tout. Ça change complètement la perspective. Au lieu d'être une victime de sa jalousie, on en devient l'enquêteur. Le conseil pratique du livre, quand on est submergé, ce n'est pas de nier le sentiment, ni de le laisser prendre le contrôle et de faire une scène. C'est de s'isoler un moment, de respirer, de laisser la vague passer, et ensuite d'explorer, d'écrire ce qu'on ressent, même si ça n'a pas de sens, de dessiner, de gribouiller sa colère, sa peur. Il s'agit d'écouter le message que la jalousie nous envoie sur nos insécurités, sur nos besoins qui ne sont pas satisfaits. Gérer sa propre jalousie, c'est une chose. Mais comment on en parle à son partenaire sans que la conversation explose? Ça nous amène directement à la question des conflits. Le livre parle de dispute équitable. Ça sonne presque comme un oxymore. Oui, et pourtant c'est une compétence cruciale, dans n'importe quelle relation d'ailleurs. Un conflit bien géré peut renforcer l'intimité, alors qu'un conflit mal géré la détruit. L'outil principal, c'est ce qu'on appelle les messages en jeu. C'est simple en théorie, mais très difficile en pratique. Au lieu de lancer une accusation comme «tu ne penses jamais à moi», qui met l'autre direct sur la défensive, on apprend à dire «je me sens seul et triste quand tu ne réponds pas à mes messages de la journée». On passe de l'accusation à l'expression d'un ressenti personnel. L'autre n'est plus l'agresseur, il devient le témoin de notre émotion. Exactement, ça désamorce l'escalade. On ne parle plus de ce que l'autre a fait de mal, mais de l'impact que son comportement a eu sur nous. Ça ouvre la porte à une vraie discussion au lieu de la fermer par un reproche. Et tout ça, ça participe de cette idée centrale du livre. Il faut créer ses propres règles. Ça a l'air épuisant, devoir tout négocier, tout rendre explicite. Est-ce qu'on ne perd pas un peu de la magie, de la spontanéité? C'est la critique la plus fréquente, c'est vrai. Mais le livre répond que c'est le contraire. Dans une relation monogame traditionnelle, on ne s'en rend pas compte, mais on suit des dizaines de règles implicites, dictées par la société, la culture, les films. On ne les a jamais choisies. Rendre les choses explicites, c'est justement se libérer de ce script préécrit pour créer sa propre histoire, du sur-mesure. L'exemple de Franck dans le livre est très parlant pour ça. Ah oui, lui et son ami qui ont des visions très différentes de la sexualité. C'est soit un coup d'un soir sans lendemain, soit un engagement amoureux total. Rien entre les deux. Pour son ami, il y a tout un monde d'amitié sexuelle, des relations affectueuses, régulières, sans pour autant être des histoires d'amour. Au lieu de se forcer
à rentrer dans un seul moule, ils ont créé des accords qui respectent leurs deux natures. C'est ça le sur-mesure relationnel. On voit bien que l'idée n'est pas d'imposer un modèle unique, mais d'ouvrir le champ des possibles. Et pour construire ce sur-mesure, les auteurs ne sont pas partis de rien. Elles sont allées piocher des idées dans différentes communautés, c'est ça? Tout à fait. C'est un aspect très riche du livre. Elles rendent hommage à ce qu'elles ont appris de différentes subcultures. Par exemple, des communautés lesbiennes, elles retiennent l'art de la sensualité qui va bien au-delà de la pénétration et une communication sur le plaisir qui est souvent bien plus développée. Et les communautés gays? Des communautés gays, elles soulignent l'invention du concept de safer sex, le sexe à moindre risque pendant l'épidémie du sida. C'est un exemple incroyable de comment une communauté, face à une crise mortelle, a su inventer des pratiques pour continuer à célébrer le sexe et le plaisir de manière responsable, créative, sans tomber dans la honte ou l'abstinence. C'est une leçon de résilience sex-positive qui a bénéficié à tout le monde. Le livre parle aussi beaucoup de ce qu'apportent les personnes bisexuelles et transgenres. Oui, parce que leur existence même fait voler en éclats nos catégories bien rangées. Les personnes bisexuelles montrent que l'attirance n'est pas forcément binaire, et les personnes transgenres démontrent que l'identité de genre est quelque chose de profondément personnel, qui n'est pas toujours aligné avec le sexe assigné à la naissance. Le livre cite un chiffre assez percutant pour illustrer que la nature elle-même n'est pas si binaire. Lequel? Selon les définitions, entre 2 et 17 bébés sur 1000 naissent avec des caractéristiques intersexes, c'est-à-dire des variations biologiques qui ne correspondent pas aux définitions typiques de mâle ou femelle. 17 pour 1000, c'est énorme. C'est presque 2%. Ça casse complètement l'idée d'un système binaire strict imposé par la nature. Ça remet beaucoup de choses en perspective, oui. Et au-delà de la biologie, l'expérience sociale des personnes transgenres est une source d'enseignement incroyable. Une personne qui a été perçue comme un homme pendant une partie de sa vie, puis comme une femme, peut témoigner de façon unique des privilèges, des attentes, des préjugés différents que la société plaque sur nous en fonction du genre qu'elle nous assigne. C'est une leçon magistrale sur le poids des constructions sociales. Et pour explorer toutes ces possibilités, le livre va même jusqu'à aborder des pratiques comme le sexe en groupe ou les sex-parties. Oui, et toujours avec ce prisme de l'éthique et de la sécurité. Il ne s'agit pas de décrire des orgies chaotiques. Le livre explique l'attrait de ces espaces, l'énergie collective, la possibilité de regarder, d'apprendre, d'explorer ces fantasmes dans un cadre où les règles sont claires. Et la règle numéro 1, c'est le consentement. Le non est un mot sacré. Il est prononcé clairement, entendu et respecté immédiatement, sans discussion. C'est cette étiquette stricte qui garantit la sécurité et qui permet la liberté. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, ce livre, La salopétique, c'est finalement bien moins un mode d'emploi pour le polyamour qu'une sorte de manifeste pour des relations plus conscientes. Plus intentionnel, qu'on soit monogame ou pas d'ailleurs. C'est une excellente synthèse. Il propose de passer de cette économie de la famine, où on a constamment peur de manquer, à une écologie de l'abondance, où l'on part du principe que l'amour, le respect, l'affection, ça peut se multiplier. Et c'est là que le mot éthique du titre prend tout son sens. L'éthique, ce n'est pas la structure de la relation mono ou poly, peu importe, mais les principes qui la guident. Le consentement, à chaque étape, l'honnêteté, même quand c'est difficile, et la création consciente de ses propres règles du jeu. C'est ce que les auteurs appellent leur vision de la salope utopique. L'objectif, ce n'est pas de faire la guerre à la famille nucléaire ou au couple traditionnel. C'est plutôt de l'enrichir, de la compléter avec une infinité d'autres modèles possibles. C'est une invitation à réinventer nos liens en se basant non pas sur des préjugés, mais sur le respect des désirs et des limites de chacun, négociés en toute transparence. Et en y réfléchissant, ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cadre du polyamour. Le livre suggère que cette liberté de définir ses propres règles, même si à la fin on choisit la monogamie la plus classique, c'est un outil formidable pour apprendre à se connaître. Alors la question qu'on peut se poser est la suivante. Quelle que soit la forme de nos relations, quelles sont toutes les règles implicites, non dites, qu'on suit chaque jour sans même en avoir conscience? Et que se passerait-il si, juste pour voir, on décidait de les mettre toutes sur la table avec les personnes qui partagent nos vies?